AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour. S'engager pour un MeToo aussi dans le secteur de l'industrie, on va en parler avec l'initiateur de ce mouvement, de cet appel en quelque sorte. C'est votre invité Mathieu Launay qu'on va recevoir dans quelques minutes. C'est évidemment une cause qui vous tient à cœur, Muriel. En France, 3 200 000 personnes occupent un emploi salarié dans le milieu de l'industrie. L'industrie est présente quotidiennement autour de nous. Pratiquement tout ce qui nous entoure, tout ce qui roule, qui flotte, qui vole, tout ce que nous consommons provient de ce secteur. Automobile, textile, agroalimentaire, BTP, pharmaceutique, électronique, énergie, aéronautique, spatiale, dans la rue, dans nos maisons, nos écoles, nos bureaux, l'industrie est omniprésente à nos côtés. L'agroalimentaire est la première industrie française. La construction aéronautique et spatiale est le secteur qui rapporte le plus à l'économie française. L'industrie est le deuxième employeur français après le secteur tertiaire. 70% des salariés sont des hommes, moins de 30% sont des femmes. Elles y occupent essentiellement des fonctions de support, ne représentent que 10 à 15% des métiers de la conception et ou de la production et restent très peu présentes dans les comités exécutifs. En dépit d'initiatives comme celle du collectif industriel qui agit en faveur de la mixité dans ce secteur, ces chiffres stagnent depuis près de 10 ans. Alors, en examinant l'industrie à l'aune des mouvements MeToo dans tous les secteurs de la société française, quelques faits m'interpellent. Pourquoi aussi peu de femmes dans ce secteur, pourtant majeur de notre économie? Pourquoi aussi peu de rôle modèles? À l'exception de quelques femmes, Catherine MacGregor, directrice du Général d'Engie, Christy Deldeman, présidente du groupe Orange, Sophie Bellon, présidente du conseil d'administration de Sodexo, ou Elisabeth Moreno, ex-présidente France de Lenovo France. Pourquoi, alors que 3,6 millions de femmes sont victimes chaque année de violences, que 80% des femmes déclarent être victimes d'agissements sexistes au travail, qu'une femme sur 3 affirme avoir déjà subi du harcèlement sexuel dans le cadre professionnel, pourquoi pourquoi aucune affaire majeure de violence ordinaire, sexiste ou sexuelle n'a été révélée dans ce secteur économique? L'industrie serait-elle une exception ou l'exception serait-elle plutôt les conditions qui la régissent? Les environnements de travail industriels, avec leur structure hiérarchique rigide et souvent isolée, créent-ils une omerta empêchant la prise au sérieux des violences commises et étouffant les faits? La prédominance masculine normalise-t-elle les comportements sexistes? La culture du machisme discrédite-t-elle les plaintes des femmes? Les normes culturelles et la peur des représailles ajoutent-elles une couche de silence supplémentaire? Ce qui est sûr, c'est que dans les usines, prendre la parole stigmatise et isole davantage ceux qui osent s'exprimer. Et les clauses de confidentialité obligatoires pour tous les collaborateurs confortent ces situations. Enfin, la vie des ouvrières et des salariés anonymes attire moins la lumière et l'attention des médias. Ce qui semble certain, c'est que seule une entreprise sur 8 a mis en œuvre toutes les mesures obligatoires. Seuls 4% des salariés pensent être en mesure d'analyser une situation de harcèlement. Les victimes demandent que leurs employeurs agissent par des dispositions de sensibilisation et de signalement, bien sûr, mais aussi par des sanctions et du soutien psychologique. Sommes-nous à l'heure d'un MeToo Industrie? Nous allons en parler avec son initiateur et mon invité, Mathieu Launay. Exactement. Libérons la parole sur Sud Radio avec Mathieu Launay qui lance ce mouvement MeToo Industrie. Bienvenue à vous. Vous êtes l'invité de Muriel Réus. Bonjour Merci Mathieu. Beaucoup de me recevoir. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Avant de parler des fondamentaux qui ont précédé à la création de ce nouveau MeToo, parlons un peu de vous. Vous avez 28 ans, vous travaillez aujourd'hui dans l'industrie aéronautique. Après un début de carrière dans le médico-social et des premiers engagements associatifs dans l'environnement. Vous avez fait des études de mesures physiques, une licence en développement durable, vous avez un bachelor responsabilité, qualité, sécurité et environnement. Jusque-là, un profil assez classique de jeune homme responsable et engagé, à part peut-être vos cheveux longs que nos auditeurs ne voient pas et qui sont déjà dans le milieu de l'industrie, en soi une différence. Vous allez lancer très vite une association MeToo Industrie. Il y a quelques mois déjà, avant de décider de lancer cette association, vous avez lancé un premier Balance ton industrie. Pourquoi ? Eh bien, ça fait quelques années moi, que je suis dans le secteur industriel et en fait j'ai toujours été témoin d'agissements sexistes, racistes et il est venu un moment où je ne pouvais plus être juste observateur de cette situation. Donc j'ai décidé en fait de lancer une démarche tout d'abord en interne pour dénoncer ces faits. Et en parallèle, j'ai lancé donc le Balance ton industrie pour essayer de développer ça à l'échelle industrielle.
Parce que je pense que c'est une problématique qu'on peut rencontrer dans l'ensemble du secteur. Alors on va y revenir sur ce milieu industriel. Vous avez donc créé un compte sur Instagram qui s'intitule donc maintenant MeToo Industrie, qui rencontre d'ailleurs déjà très très vite une attention particulière, et vous affirmez: je suis un homme blanc, hétéro, cisgenre, j'en ai marre de l'impunité dans laquelle vit mon statut social. Pourquoi cette phrase si forte? Dans quelle impunité avez-vous l'impression de vivre? On peut faire le parallèle avec tous les hommes blancs hétérogenres qui ont été accusés d'agression sexuelle, de viol, et qui n'ont pas du tout été inquiétés par la justice et qui continuent à faire leur carrière de manière assez normale, ce qui est assez aberrant. Et on peut faire le parallèle avec le secteur industriel où on a des managers, des directeurs qui, par abus de leur profil hiérarchique, vont abuser en fait des collaborateurs et collaboratrices tout en continuant leur carrière. Et je pense que cette impunité, il faut qu'elle cesse. Et vous dites d'ailleurs, nous sommes la source du patriarcat, des discriminations et de l'effondrement écologique. Une honte d'un statut social, et vous êtes un homme et vous prenez la parole en tant qu'homme. Alors est-ce que c'est important d'être un homme dans un monde de violence faite aux femmes? Est-ce que ça compte, cette prise de parole des hommes? Je pense parce qu'aujourd'hui, en fait, on a très peu d'hommes qui ont lancé des mouvements de dénonciation des actes sexistes, racistes. Pourtant, dans l'industrie, on se rend très vite compte que les gens savent qui sont les personnes problématiques. On va entendre des « Oh, mais t'inquiète pas, Gérard, il est comme ça ». Mais ça, on l'a beaucoup entendu. Voilà. Et du coup, je trouve ça fort, en fait, que là, ça vienne d'un homme pour dire un peu stop aux privilèges qu'on peut avoir. Non, vous pouvez plus dire ce que vous voulez, même auprès d'hommes cisgenres qui vous ressemblent. Vos comportements sont problématiques et il faut mettre un peu un terme à ces comportements. Alors, votre démarche, c'est un peu une démarche de lanceur d'alerte. D'ailleurs, c'est une démarche assez significative, parce que d'habitude, les victimes parlent et puis on monte des organisations pour accueillir leurs paroles. Vous dites un peu l'inverse. Dans ce milieu, qui est un milieu, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, où tout un tas de conditions font qu'il est peut-être un peu particulier, on ne peut pas attendre que les victimes trouvent enfin le courage de parler dans ce milieu industriel. Il faut aller chercher leurs témoignages. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que ce milieu est entouré d'une omerta forte? C'est assez simple. En fait, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, c'était dans la vague où Julie Godrèche a pris la parole pour relancer un peu le mouvement MeToo. Et quand j'ai fait mes recherches, moi, sur le secteur industriel, je me suis rendu compte qu'il y avait très très peu d'articles. Donc à partir de là, je me suis dit, mais comment dans un milieu où moi je constate qu'il y a du sexisme au quotidien, on n'a pas de scandales qui ont été sortis? Alors, on en a un petit peu. Il y a 2 articles de presse, un chez Volkswagen, c'est ça? Voilà, chez Volkswagen, qui a été diffusé par le journal L'Informé. Ouais. Et on a la CGT Total qui a fait une lettre ouverte à la directrice générale concernant un manager qui a abusé de ses pouvoirs auprès de collaborateurs et donc des situations d'agression sexuelle. Mais c'est peu, on a raison, vous avez raison de le dire. C'est très peu, on ne connaît pas la suite de ces affaires, ça n'a pas été sorti vraiment publiquement. C'était vraiment en faisant des recherches... un peu approfondi. Et vous avez le sentiment que cette omerta, vous me l'avez dit, c'est revenu plusieurs fois dans cette conversation, quand on a préparé cette conversation, vous m'avez dit que cette cause de confidentialité des contrats de travail qui sont dans l'industrie sont signés non pas par les cadres mais par tous les collaborateurs. Vous dites ces clauses de confidentialité, elles augmentent, elles constituent, elles contredisent la prise de parole. Expliquez-moi pourquoi. En fait, c'est une clause qui est assez opaque. Alors déjà, moi, dans mon cas, là, aujourd'hui, je ne peux pas parler de ma situation en interne, au risque d'avoir des poursuites. Ça vous fait peur, ça? Forcément. Quand on a des grands groupes industriels qui peuvent nous attaquer, ça fait forcément peur. Donc moi, je suis dans une situation privilégiée. J'imagine déjà une personne qui est en situation face à un agresseur et qui, en plus, a peur de se confronter à son entreprise. Donc vous plaidez pour des contrats de confidentialité qui auraient des limites, en quelque sorte? Des limites claires, tout à fait. Parce que, en plus, donc quand on est dans une entreprise, cette clause fonctionne, mais même avec les entreprises que l'on a quittées, cela continue de fonctionner. Avant la période Covid, je travaillais déjà dans le secteur industriel, dans l'aéronautique, et aujourd'hui, j'ai toujours ce devoir de discrétion et de confidentialité envers cette ancienne entreprise. Donc on ne peut pas réellement parler en fait de ce qui se passe dans les enceintes des usines. Alors, vous avez déjà recueilli des témoignages, puisqu'on les a lus, ils sont sur cette page Instagram. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces témoignages?
Vous pouvez me donner quelques exemples? Ils sont signifiants, ils sont... aujourd'hui, vous avez l'impression que quand même les gens qui ont pris contact avec vous sont des gens qui ont envie de parler, de dire des choses, d'aller au fond de ce qu'ils ont vécu? Alors moi j'ai commencé la page il y a 3 mois, je suis parti vraiment de rien. Aujourd'hui on est plus de 1500 personnes sur cette page et on a déjà une quinzaine de témoignages qui sont sortis. Alors on a des faits de violence ordinaire, je vais dire, où c'est vraiment du sexisme au quotidien. On a des faits plus graves où par exemple il y a une femme ingénieure qui est partie en burn-out parce que en fait son agresseur donc, a été accablé par son entreprise, a eu un avertissement et par contre est resté dans le même service que la personne qui a été victime. Ouais. Donc ça met en fait des situations très complexes et de plus les victimes qui me contactent en fait prêtent des pincettes parce qu'elles veulent pas donner le nom de leur entreprise. Bien évidemment. Moi je respecte scrupuleusement leur anonymat pour éviter que ça se retourne contre elles aussi. Oui, d'ailleurs, vous avez un processus, c'est-à-dire que chaque fois, avant de publier un témoignage, vous faites relire ce témoignage, vous êtes très vigilant sur le fait de respecter la parole qui vous est confiée. Tout à fait, c'est essentiel. Au dernier moment, la personne peut refuser de poster ce témoignage. J'ai eu un cas où la situation était trop délicate et en fait, le post avait déjà été fait et la personne m'a demandé de l'enlever. Donc, moi, j'ai acquiescé. Je ne veux pas mettre ces personnes en difficulté. Voilà. Alors, comment ça se passe pour vous? Alors, vous ne pouvez pas en parler, bien sûr, vous l'avez dit, mais est-ce que vous avez le sentiment que votre entourage a changé d'attitude à votre égard? Alors, la situation, elle n'est pas simple aujourd'hui. On pourrait me reprocher d'avoir brisé un peu l'esprit d'équipe. J'ai un peu brisé, du coup, l'équipe masculine, on va dire, qu'il peut y avoir dans le monde industriel. Les gens font un peu plus attention aussi à ce qu'ils disent en ma présence. Donc ça, c'est plutôt bien? C'est plutôt bien, mais c'est assez oppressant parce que y a une rancœur du coup qui se fait largement ressentir. Après, moi, j'ai aucun regret concernant ma démarche. J'estime que j'applique mon droit de faire remonter des problématiques plutôt graves auprès de ma société et même auprès de la société civile. Et vos parents sont instituteurs, hein, vous me l'avez dit. Ils appuient votre démarche? Ils me suivent dans ma démarche. Et vous suivent dans votre démarche. Est-ce que vous avez le sentiment que cette éducation qui vous a été donnée compte aussi dans la démarche que vous avez entreprise et dans le fait de vouloir dénoncer ces faits sociétaux? L'éducation a eu un rôle primordial dans ma démarche, ça c'est sûr. En plus, la gestion est très pédagogique dans mon approche. Je ne suis pas là pour dénoncer frontalement, mais je suis là plutôt pour essayer de sensibiliser, apporter une éducation que je pense beaucoup d'hommes n'ont pas eue. Je pense que beaucoup d'hommes ne se rendent même pas compte de la violence de leurs propos. Et c'est là qu'il faut peut-être leur rappeler qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, même s'ils ont besoin de se défouler, comme on peut l'entendre, même s'ils ont besoin d'humour. Il y a des limites. On est bien d'accord, c'est pas de l'humour, ça. C'est pas de l'humour. La phrase que vous avez citée en introduction n'est pas de l'humour. Alors, les hommes ont besoin de se rendre compte, et surtout les salariés ont besoin de progresser dans leur compréhension des situations. Seuls 4% des salariés pensent aujourd'hui être en mesure d'analyser une situation de harcèlement. On peut dire que la marge de manœuvre est colossale. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez pour faire progresser ces statistiques? Qu'est-ce que vous attendez de l'organisation? Déjà que les entreprises se sentent vraiment concernées par leur rôle qu'elles ont dans l'éducation de leurs salariés, qu'il y ait une sensibilisation réelle qui soit faite. Aujourd'hui, le cadre législatif demande de mettre en place des vidéos de sensibilisation, des affichages, mais c'est pas suffisant. On le voit sur le terrain. Il faut des sanctions, c'est ça? Pas forcément des sanctions. On pourrait imaginer des associations qui rentrent dans les murs de l'usine et qui font des mises en situation, qui vraiment sensibilisent les personnes à ce qu'est le harcèlement, comment perçoivent les victimes ces situations problématiques, plutôt que juste faire du numérique et... Alors, je comprends ce que vous me dites évidemment. Je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait des très très fortes opérations de sensibilisation qui soient mises en place dans les entreprises. Moi, il y a un chiffre qui m'a assez interpellée là. Seule une entreprise sur 8 a mis en œuvre toutes les mesures obligatoires. C'est un sondage qui est paru il y a peu de temps. Et donc, il y a une marge de manœuvre là aussi colossale. Si on devait faire un appel à toutes les personnes du milieu de l'industrie qui souhaitent s'exprimer, on le ferait comment? On dirait de vous appeler, de vous écrire? Alors du coup, on peut me contacter via le groupe Instagram, le compte Instagram, donc MeToo Industrie. Et j'ai aussi une adresse mail pour les témoignages un peu plus longs, qui est metooindustrie@gmail.com.
Bon, alors voilà, pour nos auditeurs qui nous écoutaient, vous savez comment il faut faire si vous êtes témoin ou victime dans ce secteur-là. On espère que les grands industriels vont vous accompagner, Mathieu, qui vont comprendre que c'est extrêmement important d'être à vos côtés. Et on vous souhaite un MeToo Industrie qui se développe fortement. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Merci à vous Mathieu Launay. Je rappelle que vous êtes initiateur de ce mouvement Balance ton industrie, je vais y arriver. Libérons la parole, on espère la libérer encore l'an prochain sur Sud Radio avec vous Muriel Réus, puisque c'était la dernière de l'année pour la force de l'engagement. On vous dit à bientôt. Eh bien, je vous souhaite de très belles vacances et on se retrouve à la rentrée. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.